J'avais une petite question toute bête, c'est si j'ai bien compris, votre travail quand même repose beaucoup sur l'étude, l'observation du rituel du quotidien. Et à votre avis, est-ce que le confinement va peut-être changé ou révélé des choses dans le rituel du quotidien des humains? Et est-ce que c'est pour vous une source d'inspiration nouvelle, justement? Oui, bien sûr, le confinement a changé énormément de choses puisqu'on s'est en quelque sorte retrouvés tous à la maison, en proximité, avec la capacité de plus trop sortir. Et donc, on a éprouvé nos intérieurs déjà. Et on s'est aperçu que nos intérieurs étaient très peu flexibles, très contraignants, je pense, pour la plupart d'entre nous. Voilà, donc, c'est déjà une belle découverte parce que moi, je travaille depuis des années sur l'idée de changer cette notion de cocooning, mais plutôt faire un intérieur actif où on puisse interagir, changer, déplacer les choses et le configurer avec les envies du moment. Et donc le confinement vous a donné des idées pour l'organiser autrement? Oui, mais j'étais déjà là-dedans, donc j'ai pas travaillé plus là-dessus en fait. C'était déjà mon domaine. Bonjour Xavier. Bonsoir Nathalie. Alors je vais vous représenter un petit peu. Vous êtes designer, vous avez créé toutes sortes d'objets, des objets donc pour la maison comme vous l'avez dit, mais aussi un kiosque à journaux. Vous aménagez des hôtels, vous avez aménagé une école en fonction de la pédagogie active puisque c'est un peu le cœur de votre sujet. Vous construisez des jeux pour enfants. D'ailleurs, je crois que vous êtes intervenu au 104. Bien sûr. Et pendant ce confinement, je crois que vous avez beaucoup dessiné, puisque vous publiez un recueil de dessins aux Presses du Réel qui s'appelle Les Trognes. Alors pourquoi ce nom? Qui sont ces trognes? Alors les trognes, ça a une double signification. Ça veut dire déjà des visages. C'est des visages un peu spécifiques, un peu inhabituels. Et puis ça a la signification, c'est un arbre aussi. Et c'est un arbre un peu particulier puisque c'est un arbre qu'on peut couper régulièrement pour venir prélever, par exemple, du bois de chauffage. Donc j'aimais bien en fait ces deux notions du mot trogne, parce qu'en fait j'ai dessiné beaucoup de visages, personnages imaginaires en effet, mais aussi souvent des hybridations entre l'humain et le végétal. Et en fait, dessiner pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. Alors vous me dites, vous êtes designer, vous devez dessiner tous les jours, mais en fait, j'ai jamais eu le temps d'avoir des temps longs comme ça, 2-3 heures devant moi pour me poser, prendre le crayon, un petit bloc, et puis laisser aller mes idées. Et j'ai rempli comme ça un certain nombre de bloc-notes, voilà, en laissant complètement mon imagination fluctuer. Et en fait, c'est quelque chose de très beau que j'ai découvert et j'aimerais maintenant continuer à pouvoir le faire. Donc c'est quelque chose que j'ai pu ménager parce qu'en fait j'ai choisi pour mon premier confinement d'être en dehors de Paris aussi. Comme toutes les activités étaient complètement à zéro. Nous avons décidé en fait d'aller partir nous confiner chez une amie qui a une ferme et qui est aussi dans la forêt. Et je regrette pas du tout ce choix puisqu'en fait c'était un lieu vaste déjà. On était une douzaine de personnes, mais on a pu comme ça créer une espèce de communauté de vie et de partage pour se rassurer mutuellement. On était en immersion dans la forêt et un peu comme Bartabas, d'ailleurs, on a découvert le printemps et c'était très beau. C'était une nature qui est à la fois rassurante, qui nous a donné une espèce de réassurance que la vie allait continuer, pouvoir continuer quand même, complètement différemment peut-être, mais que la vie était plus forte en fait que ce qui était en train de nous arriver. Voilà. Donc c'était... Oui, pardon. Ça a dû vous rappeler des souvenirs parce que vous avez grandi à la campagne. Oui, j'ai grandi à la campagne, mais j'ai un souvenir aussi, j'ai un souvenir double à la campagne. J'ai un souvenir d'enfance très très heureuse où en fait la campagne devient un terrain de jeu où on peut faire ce qu'on veut à l'extérieur. Un bâton devient un outil. Un lendemain, ça peut devenir autre chose. Donc il n'y a pas besoin de grand chose. On a tout le potentiel de la nature pour nous aider à créer des histoires, à ancrer notre imaginaire dans des jeux tous les jours différents. Et puis, il y a aussi cette campagne que tu veux quitter quand tu es jeune ado
et tu t'aperçois en fait que tu es dans un petit village de 80 habitants et qu'il va falloir partir pour aller côtoyer une autre culture. Donc on passe de l'agriculture à la culture, et c'est cette culture-là qui m'intéressait d'approcher. Voilà, donc c'est quelque chose de complètement différent, puisqu'en fait, en sortant d'un petit village, mon rêve d'enfant, d'adolescence et d'adulte, c'était de venir habiter Paris. Venir habiter Paris, c'est aussi avoir toute l'offre culturelle de Paris. C'est aussi pouvoir exercer ce métier, parce que ce métier de designer, il était très difficile de le pratiquer en dehors de Paris à l'époque. Maintenant, c'est complètement possible. Et il y a plein de designers qui sont en train de s'ancrer justement dans des territoires pour y faire un travail de terrain et y proposer justement des choses très concrètes pour faire avancer les territoires. Et est-ce que ça vous a donné cette envie? Ça m'a donné la vision que je pourrais, en fait, quelque part, pas complètement quitter Paris, mais en tout cas pouvoir avoir une double activité. Aujourd'hui, je confine à Paris. J'ai décidé de reprendre. Bon, les activités reprennent, c'est un fait. Mais en même temps, j'ai envie de me ménager des plages justement de temps long, ou être un peu. Alors le souci, c'est que j'aurais presque envie de dire qu'il faut pas être du tout dans une position de repli. J'ai pas envie d'être en repli. J'ai jamais voulu le faire. Tout comme je me suis, comme je l'ai expliqué auparavant, toujours battue pour donner l'idée que la maison n'est pas un cocon qui doit surprotéger, elle doit permettre d'évoluer, puisque c'est ça qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est d'inventer en fait des typologies de maisons qui sont ancrées dans des territoires, mais qui sont contemporaines, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'histoire de faire une maison de campagne, mais plutôt une maison où on peut accueillir d'autres personnes, où on peut continuer à travailler, où on peut inscrire en fait une attitude contemporaine, et bien sûr être entouré de la nature. Est-ce que ça correspond au projet que vous avez dans le nord de la France, justement, de construire des maisons? Non, alors ça c'est un autre projet. C'est un projet que je fais pour un bailleur social, et en fait on m'a invité à dessiner une maison qu'on a appelée la maison Design pour tous. Donc c'est une maison qui peut aller de T3 à T5, donc à 3 tailles différentes. Et le principe, c'était de donner une maison contemporaine. Donc j'ai pour habitude d'essayer de travailler sur des espaces très ouverts à l'intérieur pour justement faciliter le fait d'être très fluide, très flexible. Et dans cette maison, j'ai aussi proposé d'avoir une habitabilité extérieure, c'est-à-dire que quand on sort de la maison, on a aussi en quelque sorte une façon d'être à l'extérieur très simple, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sas où on peut habiter l'extérieur. Et puis surtout, et ça c'est très important, puisque comme c'est une maison individuelle, je me suis dit que la seule légitimité aujourd'hui pour créer une maison nouvelle, c'était d'avoir en fait un contact au sol. Puisqu'on a un grand souci aujourd'hui, c'est qu'on a perdu ce contact au sol, cette connaissance du sol. Et donc, avoir une maison individuelle, ça veut dire avoir un bout de terrain. Et là, en l'occurrence, ce que je propose, c'est d'avoir une serre. Donc, j'ai accroché, même plus qu'accroché, j'ai inséré une serre à l'intérieur de la maison, de façon à proposer à ces maisons qui vont être louées. On est dans le cadre d'un bailleur social, donc ce sont des maisons qui vont être louées. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir réapprendre à faire pousser quelques légumes. C'est pas pour une autonomie, mais je pense que c'est un geste très très simple et très humble de voir pousser les choses et de se reconnecter comme ça au vivant d'une façon très simple et près de chez soi. Donc c'est un peu comme si on prenait la cabane du jardin ouvrier et qu'on venait la mettre, en fait, la coller directement à la maison. Voilà. Donc c'est plutôt ça le projet. Et en même temps, ce seront des maisons qui vont cohabiter ensemble, parce qu'on aura 5, 6, 7, voire 8 ou 9 maisons ensemble. Donc ça sera une communauté de maisons ensemble. Donc d'où l'idée aussi de pouvoir échanger des choses qu'on a fait pousser dans sa serre, et en plus avoir un jardin partagé, parce qu'on ne va pas être complètement autonome, et on va pouvoir aussi proposer quelque chose de commun. Alors la maison, c'est un gros projet, mais au moment du déconfinement,
certains designers ont proposé des objets pour l'accompagner, c'est-à-dire des cloisons, des distributeurs de gel hydroalcoolique. Et vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas du tout intervenu. Pourquoi? Non, je suis pas allée dans cette notion-là parce que j'étais en train de remettre en question un peu de cette idée de créer des objets. Je me pose beaucoup de questions. J'ai un peu cette notion, j'ai cette impression que les objets, justement, on en a peut-être créé trop. En fait, il faut leur donner un statut un peu différent. Et je pense que les objets vont en quelque sorte devenir des supports pour nous permettre de comprendre les conséquences de nos choix. Donc en fait, j'ai envie de travailler autour de ces notions-là. C'est des notions qui sont un peu compliquées à mettre en place. Et donc voilà, j'ai préféré rester un petit peu en retrait, essayer de nourrir un peu toutes ces questions. J'ai essayé de me mettre en contact avec des gens qui réfléchissent au monde de demain, qui sont des ethnologues, des philosophes. Voilà comment, en quelque sorte, je pouvais nourrir en fait mes réflexions en profitant de ce confinement pour essayer d'aller plus loin. J'ai toujours dit déjà avant le confinement, je disais que ma pratique du design c'était plutôt d'accompagner, ça c'est sûr. Je parlais d'habitabilité, mais c'est surtout aussi de plus en plus l'idée de trouver des nouvelles logiques. Et le confinement arrivant, je pense que maintenant, ça devient évident, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus être obligée de le surexpliquer aux personnes avec qui je travaille. Ça va devenir évident puisque chacun a connu dans son moi, dans soi-même, l'espèce de fragilité qui venait du fait d'être un monde complètement arrêté et aussi un monde qui est très 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 voilà, un monde inconnu. Donc en fait, je vais essayer d'utiliser cette énergie pour accompagner. Donc je parle bien d'accompagner sur une autre façon de penser. Donc c'est ça qui est en train de s'articuler aujourd'hui. C'est là-dessus que j'aimerais faire des recherches. Et voilà. Et donc c'est cette idée de comprendre les conséquences de nos choix quand on achète des objets. Je pense qu'il faut très rapidement le mettre en place. On est tous en train de parler du fait que le confinement a renforcé les grands groupes comme Amazon, etc. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Noël arrive. Et on va vouloir faire plaisir, mais on peut faire plaisir encore plus si on rattache en fait les objets qu'on est en train d'acheter aux écosystèmes d'où ils proviennent. C'est-à-dire que je porte ici moi un jean, je sais qu'il a été fabriqué à Florac, je sais quel écosystème il fait vivre. J'ai des chaussettes, pareil, elles ont été fabriquées dans le Tarn. Et ce sweatshirt, en fait, il vient certes du Pérou, mais c'est Aurélien avec son programme de commerce équitable, en fait, qui l'a fait, qui l'a produit. Et je sais, en fait, ce que ça signifie pour lui de faire vivre ce projet au Pérou, entre la France et le Pérou. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis dans une phase où je me dis surtout pas de repli. Rester très optimiste. Il faut, je pense, être très confiant dans notre système de pensée, parce que moi, c'est ce qu'on me communique à chaque fois. Alors, je faisais beaucoup de conférences à l'étranger, donc là, cette fois-ci, et ce qu'on me communiquait en retour, c'était cette idée que la France a un fort système de pensée. Donc, je pense qu'il faut utiliser toute cette force de pensée pour avoir une attitude commune, qui est l'idée de dire peut-être de moins chercher qui est responsable de tout ça, mais plutôt de passer très directement à l'idée d'accompagner des changements et de mettre concrètement en place des petits projets à petite échelle autour de nous, et de peut-être, comme Émilie H, par exemple, le propose, de réfléchir à ce quoi nous tenons, très simple. Donc des choses assez simples comme ça. Ça veut dire aussi parfois changer d'imaginaire, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, avant on parlait beaucoup de l'idée de protéger la nature, et on vient de comprendre que ce serait plutôt, avec cette épidémie, l'idée justement de protéger le vivant, c'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est protéger un tissage dont nous faisons partie, et voilà. Donc ça demande à chacun de faire un petit décalage, et surtout en quelque sorte de descendre de son piédestal. Et j'aime bien cette image parce qu'en fait, l'humain s'est un peu mis sur ce piédestal. Et il y en a d'ailleurs des piédestals de hauteurs différentes, je devrais dire. Et on voit avec le patriarcat qu'il y a des piédestals très très hauts en même temps. Et donc pour certains, il va être facile de sauter. Pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Mais il faut descendre de ce piédestal.